Bien. Bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir commencer après ces quelques petits soucis techniques, mais soucis habituels en début d'année. Je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année, cette année 2025. Je commence donc cette série de cours, alors normalement composée de 5 séances. Je pense que ce qui était prévu dans le calendrier, que vous avez pu peut-être consulter sur le site de l'UTL. Alors je vous le décline ici. Vous le savez sans doute, mais ce cycle-là de cours a commencé l'année dernière en partant du début du XIXe siècle. Le thème général, c'est la question de l'exil et des migrations. Et donc cette année, on continue, on va dire, le déroulé chronologique entamé l'année dernière en partant de la guerre 14-18, qui est évidemment une période où il y a eu beaucoup de déplacements en Europe. On verra un certain nombre d'exemples. Alors, bon, le thème de l'année exil et migration de 1789 à nos jours, on a donc fait la partie de 1789 jusqu'au début du XXe siècle. Le cours 1, aujourd'hui, donc, s'intéressera au thème de l'exil en guerre, évacuation, internement, massification. On reviendra sur ces différents termes tout à l'heure. Ensuite, bon, comme vous voyez, grosso modo, on a une séance chaque mois. Le lundi 3 février, on s'intéressera plutôt à l'entre-deux-guerres, et notamment les années 20, avec l'émergence donc d'un droit international des réfugiés 1918-1929. Puis, le cours 3 du lundi 3 mars s'attachera donc à travailler sur les effets de la crise de 1929 sur les migrations. Donc la crise de 29 et ses effets sur les migrations et les politiques migratoires 1929-1936, c'est une courte période, mais qui est très dense, puisque évidemment on s'intéresse au mouvement des populations, mais aux réponses aussi des différents États concernant l'accueil de ces populations ou le non-accueil, comme on pourra le voir. Ensuite, bien sûr, on avance et on arrive au totalitarisme et à la guerre d'Espagne, la fabrique des exilés, 1936-1939, là pour le coup une très, très, très courte période, mais avec beaucoup de choses à voir, à étudier. Bon, bien sûr, la guerre d'Espagne et les flux d'exilés que cette guerre a générés, mais aussi les flux générés par le régime fasciste italien ou le régime nazi, etc. Donc là aussi, beaucoup d'éléments à traiter. Et puis pour terminer, donc le lundi 5, une guerre de mouvement, flux et reflux humains durant la Seconde Guerre mondiale. Là on s'arrêtera donc pour cette année à cette Seconde Guerre mondiale 1939-1945, et évidemment vous savez très bien que cette guerre mondiale a eu un bilan humain catastrophique, près de 65 millions de victimes, mais elle a aussi charrié des dizaines de millions de déplacés, évacués, déportés, réfugiés. Donc on étudiera ça pour ce dernier cours. Voilà donc pour cette année. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est pas trop fort, ça va? Oui? C'est bon? Allez, parfait. J'entame, je vais aller assez vite parce que j'ai prévu beaucoup de choses et qu'on a perdu un petit peu de temps, j'enchaîne tout de suite. Un petit rappel bibliographique, alors j'en avais déjà parlé l'année dernière pour pas mal d'entre vous, ça va être un peu des redites, mais je reviens sur quelques livres importants sur la question des migrations, émigration, immigration. Vous avez bien sûr Gérard Noiriel, qui est l'un des premiers à avoir travaillé sur ce thème, qui avait évoqué d'ailleurs à la sortie, lors de la première édition de ce livre, concernant l'immigration, finalement que c'était un sujet qui en France était un non-lieu de mémoire, confirmé un petit peu plus tard par Dominique Schnapper, qui un temps a eu des fonctions au niveau d'un certain nombre de conseils. Je crois qu'elle était au Conseil constitutionnel si je me souviens bien. Dominique Schnapper, donc un pays d'immigration qui s'ignore dans le genre humain. Ensuite, d'autres références que je voulais vous proposer pour commencer.
c'est les livres qui concernent vraiment la question des migrations. Tout à l'heure, je vous en montrerai qui concernent l'exil et d'autres qui concernent les réfugiés. Alors, pour ce qui est des migrations, vous avez donc ce livre qui est assez ancien, mais qui est très très bien fait. C'est un historien très pointilleux, très méticuleux qui s'en est chargé, Ralph Shore. Donc, Histoire de la migration en France de la fin du 19e siècle à nos jours. Ensuite, plus récent, et là peut-être que c'est une personnalité que vous connaissez, François Héran. François Héran, il donne des cours au Collège de France. Et bon, c'est à la fois un démographe, un philosophe, un historien, c'est quelqu'un d'une très très grande érudition. Ses cours sont visibles là sur le site du Collège de France. Je crois qu'il a été élu au Collège de France en 2018, si je me souviens bien. Et tous ces cours depuis 2018 peuvent être consultés sur le site. Donc c'est très très riche. Chaque année, en fait, il consacre son année à un thème lié aux migrations. Alors, ça peut être la migration et le droit, migration et colonisation, migration et politique. C'est évidemment des thèmes très très larges. Et tous ces cours donc peuvent être vus, entendus même. Hein, c'est un podcast sur le site du Collège de France. Ensuite, quelqu'un que vous connaissez peut-être, Catherine Vitol de Wenden, elle passe dans un certain nombre de médias aussi régulièrement concernant notamment les réfugiés du Proche-Orient. Et donc elle avait publié une somme importante en 2022, et oui, qui prend quand même un bornage chronologique assez large, 1870-2022, avec ici donc une interrogation sur la perception de l'étranger, la perception de l'autre, la perception du migrant. Ensuite, autre livre donc consacré cette fois-ci au terme d'exil. L'année dernière, j'avais fait un petit peu la distinction entre exil et migration. Je ne sais pas si vous connaissez la distinction de Alexinous, qui disait finalement l'exil requiert des mots, l'émigration c'est surtout basé sur des chiffres, l'exil c'est une expérience, hein. La migration va amener à calculer les entrées, les sorties, à voir aussi comment ces migrants peuvent être employés au niveau des économies. Bon, il y a après c'est des termes qui parfois sont confondus mais qui peuvent quand même recouvrir certaines nuances. Donc là, je voulais vous proposer 3 ouvrages. Celui de Karen Akoka, L'asile et l'exil, qui montre bien d'ailleurs comment la distinction que nous connaissons depuis quelques années, on en avait parlé l'année dernière, entre réfugiés et migrants est une distinction bon, purement construite hein, par les différentes administrations qui se sont succédées. Elle réfléchit à cela plutôt sur le XXe siècle. Ensuite, là, une œuvre plus large, Delphine Diaz, qui a écrit sur les réfugiés de la fin du XVIIIe, ou en fait de la Révolution française jusqu'à nos jours, somme importante. Et puis, un livre que je voulais vous indiquer quand même, qui est un peu la base du cours que je vous propose, que j'ai publié en 2022, qui prend comme borne donc chronologique initiale 1870 et qui se termine jusqu'aux années 1980. L'idée du livre comme l'idée du cours, vous allez vous en apercevoir, c'est finalement avoir une approche un peu multiscalaire et arriver à lier des éléments qui sont nationaux ou internationaux avec des éléments locaux qui concernent les Hautes-Pyrénées. Vous allez voir que il y a quand même pas mal d'événements, et là bon, pour la Première Guerre mondiale c'est évident, mais qui ont eu des répercussions importantes sur les déplacements de population et leur accueil éventuel dans notre département. Hein. Donc on va essayer de faire toujours ces allers-retours un petit peu entre le national et le local. Et une dernière série d'ouvrages qui concernent davantage les réfugiés, le terme de réfugié. Alors vous avez un livre important qui a été publié donc, au début des années 90, Les exclus de Michael Marus. Michael Marus est un historien américain assez connu, il a travaillé notamment avec Robert Paxton, fameux auteur de La France de Vichy, au début des années 1970,
Il avait notamment, Michael Marus, écrit avec Robert Paxton, Vichy et les Juifs au début des années 1980. Il a donc montré notamment dans ce livre sur les exclus l'aspect de massification du nombre de réfugiés pendant la guerre 14-18. Ensuite, nous retrouvons Gérard Noiriel avec cette fois-ci un ouvrage davantage donc focalisé sur la question des réfugiés et des sans-papiers, sous-titré donc La République face au droit d'asile 19e-20e siècle. Et puis on termine avec là, c'est un ouvrage collectif, Réfugiés et apatrides, administrer l'asile en France, qui est sorti en 2017. Il est publié, comme vous pouvez le voir, aux presses universitaires de Rennes. Et donc vous avez plusieurs historiens et historiennes qui vous proposent des études plus spécifiques, alors par exemple sur la diaspora et le refuge arménien, mais également sur la question des Russes, qu'on a appelé, vous savez, les Russes blancs après la guerre 14-18, et puis d'autres groupes qui sont donc étudiés entre les années 1920 et 1960. Bon, c'est vraiment très rapide, mais déjà il y a quand même 6 ou 7 ouvrages qui peuvent vous permettre d'approfondir le cours que je vais vous proposer. Bien, alors je vous propose de commencer avec ce cours donc qu'on va intituler Exil en guerre, évacuation, internement et massification. Évidemment, cela commence par ce qu'on appelle l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'étincelle qui met le feu aux poudres, le 28 juin 1914. Alors ce 28 juin, quand même, revenir sur l'importance de cette date pour les Serbes, puisque vous savez que cet assassinat se déroule à Sarajevo. C'est un jeune Serbe de Bosnie qui en est le responsable, Gavrilo Princip. Je pense que ce nom, vous devez le connaître sans doute. Et le 28 juin, pour les Serbes, a vraiment une connotation particulière. Alors, je ne vais pas vous donner tous les éléments, mais il faut quand même savoir que c'est, pour les Serbes, le jour de la fête nationale. C'est le jour d'une fête religieuse très importante qui est consacrée à Sengi, qui est un martyr du temps de Dioclétien. Sengi avait été donc torturé, assassiné dans des conditions assez terribles avec ses parents adoptifs qui s'appelaient Saint Modeste et Sainte Crescence. Donc du côté des chrétiens orthodoxes, c'est une fête qui est très importante. Le 28 juin 1876, c'est le jour où les Serbes, pour une première fois, parce qu'il y en aura d'autres, se sont attaqués aux Ottomans, hein, pour essayer d'obtenir leur indépendance. Mais bien avant, précisément le 28 juin 1389, il y a eu la bataille de Kosovo-Polje, 28 juin 1389, et déjà un prince serbe, le prince Lazar, essayait de lutter contre les Ottomans qui, à ce moment-là, vous savez, étaient en pleine expansion, puisque quelques années plus tard, 1453, ils allaient même parvenir à prendre Constantinople, hein, qui deviendra Istanbul. Bon, je peux vous dire aussi que le 28 juin 1921, mais ça sera après la guerre, le roi de Serbie, Alexandre Ier, va proclamer une constitution qui, peu ou prou, deviendra la constitution du royaume de Yougoslavie qui va s'établir quelques années plus tard. Donc ce 28 juin, pour les Serbes, c'est une date vraiment fatidique. Alors il se trouve que ce 28 juin, c'était aussi le 14e anniversaire du mariage donc de Sophie Chotek et de François Ferdinand, donc l'archiduc qui était l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Alors là, il y a, bon, je le dis rapidement, mais vous savez bien que cette région balkanique, à partir de la fin du XIXe siècle et donc du début du XXe siècle, elle est disputée entre l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Et au fil de plusieurs conflits, l'Empire ottoman recule, jusqu'à que, avec le traité de Berlin de 1878, vous avez déjà la Serbie et le Monténégro qui deviennent indépendants.
Et puis vous avez ce qu'on appelle les Sanjaks, c'était des territoires donc sous autorité ottomane de Bosnie-Herzégovine qui passent sous protectorat d'Autriche-Hongrie à ce moment-là. Le Sanjak est même annexé par l'Autriche-Hongrie en 1908. Vous avez les guerres balkaniques dont on avait parlé l'année dernière qui ont lieu aussi en 1912 et 1913. Et ce qui se passe en fait dans cette péninsule balkanique, c'est que l'Empire ottoman certes recule, mais l'Autriche-Hongrie voit qu'il y a peut-être là un territoire où cet empire, qui est quand même assez déclinant, va pouvoir de nouveau imposer son hégémonie, sa suprématie, et donc les Serbes, les Bosniaques, les Croates voient tout cela quand même d'un mauvais œil. Or, l'archiduc vient quelque part, en juin 1914, réaffirmer un petit peu l'influence, l'importance de l'impérialisme austro-hongrois dans cette région. Je ne lis pas l'ensemble du texte, mais vous signalez que Gavrilo Princip, il arrive à tuer donc le couple qui devait hériter de l'Empire après déjà 2 autres tentatives. Alors pas de Gavrilo Princip, d'autres personnes qui dans la journée avaient déjà tenté de tuer le couple impérial. Et on avait, bon, a priori, selon les éléments que l'on a, les gens qui étaient chargés de la sécurité de l'archiduc essayaient de lui dire qu'il fallait peut-être arrêter de sortir dans les rues là, de Sarajevo, ou en tout cas changer les itinéraires qui avaient été décidés en amont, qui semble-t-il étaient connus de tout le monde, mais l'archiduc n'a pas tenu compte de ces conseils, et donc le couple a fini par être assassiné ce 28 juin. Vous connaissez ensuite les conséquences du fait des alliances. Je vais vous montrer une carte dans un instant pour rappeler cela. Il y a en fait des discussions diplomatiques pendant plusieurs semaines. L'Autriche-Hongrie pose un ultimatum à la Serbie. La Serbie, protégée par la Russie, en appelle donc à son grand allié qui demande, elle, l'aide de la France, ou en tout cas le soutien de la France. La France lui accorde ce qu'on appelle l'engrenage des alliances. Les Autrichiens, eux, en réfèrent aux Allemands, et en août 1914, vous avez donc le déclenchement de cette Première Guerre mondiale. Là, vous avez un ordre de mobilisation générale, daté donc du dimanche 2 août 1914. Et donc, pour de très nombreux Français, il y aura quand même 8,5 millions de Français qui vont être mobilisés pour les combattre. C'est le début de cette Première Guerre mondiale. Alors juste par rapport aux alliances, quand même, pour voilà, là vous les avez ici, ce qu'on appelle donc la Triple Entente d'un côté et la Triplice de l'autre. Rappelez quand même que ces 2 ententes, ces 2 alliances se sont construites donc progressivement, avec par exemple l'alliance franco-russe, vous voyez, qui s'est liée, qui s'est nouée à la fin du XIXe siècle, 1892-1893, et puis après la fameuse entente cordiale entre les Français et les Anglais, donc en 1904. Il avait fallu d'abord essayer de se réconcilier après certaines crises, notamment coloniales, et la crise de Fashoda, par exemple, où les Français avaient dû reculer face aux Anglais. De l'autre côté, du côté de la Triplice ou la Triple Alliance, donc on a une alliance qui lie théoriquement, je dis bien théoriquement, l'Empire Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Italie. Et je dis théoriquement parce que l'Italie, en fait, en 1914, ne va pas entrer dans la guerre, va rester dans une situation de neutralité pendant quelques mois avant de changer de camp. Et de changer de camp donc en 1915. Et vous allez voir, ce changement de camp va avoir évidemment des conséquences pour des déplacements de population sur lesquels je vais revenir dans un instant. Ensuite, vous avez également ici matérialisé ce qu'on appelle les pays neutres, donc la Suisse, mais aussi la Belgique et le Luxembourg. Et ces pays neutres, vous le savez, ne vont pas pouvoir le rester, puisque les Allemands
vont passer notamment par le territoire belge pour s'attaquer donc à la France. Et vous allez voir que non seulement les Belges vont refluer assez largement, vraiment très massivement vers le territoire français, y compris jusqu'aux Hautes-Pyrénées, et d'autres vont s'engager aussi dans les légions étrangères pour combattre. Donc voilà un petit peu la situation, mais je ne m'attarde pas trop parce que je pense que c'est une situation que vous connaissiez. Et là par contre je vais rester un petit peu plus longtemps sur cette carte. Alors sur cette carte vous avez bon, les zones importantes de combat, mais aussi je dirais les zones de contact où il va y avoir des déplacements de population. Alors par exemple ici vous avez un exemple au niveau du front italien. Alors le front italien, on l'a dit, il commence finalement à être actif en 1915. Puisque jusqu'en 1915, les Italiens ne sont pas dans la guerre, ils sont officiellement du côté des Allemands et des Austro-Hongrois, et ils changent de camp, parce qu'ils ont eu des promesses de la part des Français et des Anglais en cas de victoire, de récupérer un certain nombre de territoires qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie jusque-là. Et donc il y a les premières batailles ici, vous voyez, dans cette zone-là. D'accord? Et donc là, vous avez, selon l'avancée ou les reculs des troupes italiennes ou austro-hongroises, des déplacements de population. Alors, vous allez avoir au début plutôt une avancée des Italiens, et donc lors de cette avancée, les Italiens vont, comme l'on dit à l'époque, évacuer des sujets italophones de l'Empire austro-hongrois, les ramener ici sur le territoire italien, 50 000 à peu près. Pourquoi? Par crainte que si le sort des armes, si vous voulez, se retourne et que les Austro-Hongrois avancent, ces gens-là soient internés, enfermés dans des camps. Pourquoi les Italiens craignent ça? Parce que les Austro-Hongrois l'ont déjà fait. C'est-à-dire que dès que les Italiens ont changé de camp, vous avez eu 14 000 à 15 000 sujets italophones austro-hongrois qui ont été internés dans des camps. De la même manière, on va le voir, que la France a interné dans des camps, qu'on appelait camps de concentration, des ressortissants des pays ennemis, c'est-à-dire des Allemands, des Austro-Hongrois et des Ottomans. L'exemple qu'on va développer tout à l'heure, c'est le camp de Garrison, qui a été largement utilisé pour ça. Bon, voilà un exemple, juste pour finir quand même et montrer un peu la massification des flux concernant cette guerre 14-18. Vous avez une célèbre défaite, enfin une célèbre défaite côté italien, mais une célèbre victoire côté austro-hongrois, qui est la bataille de Caporetto. À la suite de cette défaite, vous allez avoir près de 250 000 Italiens qui vivaient du côté donc, de Venise, Vicenza, qui refluent vers l'intérieur du territoire et qui vont être accueillis. Alors, dans un premier temps, c'est souvent le cas de manière, on va dire, très généreuse, mais qui, au bout de quelques mois, ne vont pas se sentir forcément très bien dans les territoires où ils ont été accueillis. Il y a même un témoignage que j'ai retrouvé là, de quelqu'un qui a connu ce déplacement-là, qui dit « Je préfère vivre sous les bombes que chez ces étrangers ». C'est un Italien qui parle d'autres Italiens. Hein. Bon, 250 000 personnes ici. Attention, ici, vous avez, au début de la guerre en tout cas, les Russes qui avancent du côté de la Prusse orientale. Et vous avez 400 000 à 500 000 de personnes de Prusse orientale qui refluent ici vers l'intérieur de l'Allemagne. Ici, ça c'est intéressant, là, en Galicie. Alors, je vous signale qu'ici, on est finalement sur des territoires qui, historiquement, sont polonais. Mais comme vous le savez, la Pologne a été partagée entre l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Russie. Et donc, ici, en Galicie, vous avez des centaines de milliers de personnes qui refluent vers l'intérieur de l'Empire austro-hongrois, et notamment des centaines de milliers de Juifs. Des centaines de milliers de Juifs refluent vers là, parce que les Juifs avaient quitté
avait essayé de quitter l'Empire russe quelques années auparavant en raison de pogroms, dont on avait parlé l'année dernière, des pogroms fin 19e, début 20e siècle aussi, notamment en 1905. Mais de la même manière, vous avez, comme les combats sont ici, des reflux dans l'autre sens, c'est-à-dire des Russes qui refluent vers l'intérieur de leur territoire. Vous avez notamment une ville là, qui s'appelle Samara, où en 1916, vous avez 30% de la population qui sont des réfugiés. Selon les estimations, bon, je pense que c'est à quelques dizaines, voire peut-être centaines de milliers de personnes près, vous auriez là tout le long, vous voyez, de cette frontière entre l'Empire russe, d'un côté l'Allemagne, d'un côté l'Empire austro-hongrois, près de 3 millions de Russes qui étaient dans cette zone de combat, qui ont reflué vers l'intérieur. Donc c'est des quantités qu'on n'avait jamais vues jusqu'auparavant, d'où le terme qu'il y avait dans le titre de massification. Bon, voilà pour cette carte-là, je n'en dis pas plus, si quand même un mot ici évidemment, concernant les départs, en tout cas pour ceux qui ont pu le faire, des Arméniens. Vous savez ce qu'ils vont subir, 1915, le génocide perpétré par les Turcs, près de 2 millions d'Arméniens assassinés. J'y reviendrai, je développerai un peu plus lors de la prochaine séance. Par contre, vous dire quand même qu'il y en a 250 000 qui sont arrivés à échapper au massacre et aux déportations forcées, en partant donc notamment vers l'Empire russe, et puis après vers l'Italie, vers la Grèce, vers la France un peu plus tardivement. Et vous avez par exemple la ville d'Erevan, qui à ce moment-là est russe, qui va voir sa population quadrupler à la fin de l'année 1915. Bon, voilà ces quelques éléments. Alors, je passe, hop, ça y est, tac, aux effets divers et variés du début du conflit en France. Alors, souvent en début de conflit, vous avez une espèce d'hystérie xénophobe qui s'empare évidemment des populations, avec pas mal de rumeurs, de fausses informations qu'on appellerait aujourd'hui donc des fake news. Et il y en a une dont je voulais vous parler parce que ça concerne quand même de manière assez directe la question là aussi des migrations. Donc, le bouillon cube. Le bouillon cube, c'est un vrai problème au début de la guerre parce qu'il y a le fameux K. Le K, c'est la marque évidemment de la langue allemande. Il se trouve que Julius Maggi, celui qui était à la tête donc, de cette entreprise, il aurait voulu que son produit là s'appelle Cube avec un C. Mais celui-là lui a été refusé par le tribunal de commerce a posé le K. Julius Maggi, c'est qui? Julius Maggi, c'est quelqu'un qui est né en Suisse, qui est un fils d'immigrants italiens, qui est marié à une Allemande. Il commence à la fin du XIXe siècle à travailler notamment dans la minoterie, puis après il se spécialise un petit peu, si vous voulez, dans un secteur qui va croiser l'agriculture et les débuts de la chimie à la fin du XIXe. Et il va donc faire fortune dans la vente de lait pasteurisé. Ensuite, il développe donc les fameux cubes que nous connaissons tous, et il va de plus en plus localiser son activité en France. Et il va profiter notamment de l'exposition universelle de 1900 pour vraiment, si vous voulez, populariser au maximum ces différents produits. C'est une entreprise donc, qui est vraiment très importante dans les années 1910. Et alors là, je voulais quand même vous soumettre cette fake news. Regardez celle-ci, donc je ne sais pas si vous avez pu lire quelques éléments, vous y voyez quand même suffisamment là, c'est lisible, ouais. Sur les trois rumeurs qui frappent Maggi. Alors, Julius Maggi aurait tenté de s'enfuir vers l'Allemagne au début des conflits, embarquant avec lui 40 millions de francs dissimulés dans des bouteilles de lait. La rumeur veut qu'il ait été arrêté. Une rumeur qui ne tient pas debout, puisque l'entrepreneur italo-suisse est décédé le 19 octobre 1912.
soit 2 ans avant les faits qu'on lui reprochait. Vous voyez que les fake news et les théories complotistes n'ont pas attendu 2024-25 pour se diffuser, malgré leur côté évidemment totalement absurde ici. Alors après, il y avait les bouteilles de lait empoisonnées, fait tout un tas de choses évidemment qu'on reprochait à ces bouillons cubes. Et en parallèle, les soldats français qui étaient dans les tranchées consommaient tous les jours des produits issus de l'industrie de Julius Maggi. Bon, ici vous avez, là on est à Paris, hein, on est à Paris en août 1914 et vous avez des commerces qui vendent des produits Maggi ou Maggi, ici société laitière, qui sont dévastés. On va détruire les magasins. Hein. Bon, c'est le début du conflit. Et là, je voulais vous montrer un exemple local. Nous sommes à Lourdes, et là à Lourdes, il y a un magasin, ici, l'Alliance catholique. L'Alliance catholique est tenue par un couple d'Allemands. Ils s'appellent les Riefars. Donc, le 2 août 1914, vous avez déjà une manifestation. Alors, c'est pas là, c'est un autre moment, hein, plus pacifique, mais c'était pour vous montrer les lieux. Vous avez une manifestation déjà qui s'attaque au commerce, vous avez des jets de pierre sur les vitres, et puis surtout, fin du mois d'août, 28 août, si je mettais, oui c'était ça, 28 août 1914, sortie de la messe à Lourdes. Je ne sais pas quels ont été les propos tenus par les prêtres, mais en tout cas, il semble que la population lourdaise est chauffée à blanc, se dirige vers l'Alliance catholique, et là c'est vraiment c'est une émeute. À bas les vendus, à bas les Riefars, à mort. Et là, il faut envoyer des hussards basés à Tarbes, il en reste quelques-uns, pour essayer de calmer la population. Hein. Donc, que ce soit à Paris ou à Tarbes, il y a ces mouvements d'hostilité très puissants vis-à-vis de l'ennemi, vis-à-vis des Allemands. Bon, après, je vous ai mis un petit florilège ici d'articles issus donc de journaux conservés aux archives départementales des Hautes-Pyrénées. Bon, donc on peut commencer par les Pyrénées du 23 septembre, par le fer, par la mitraille, dans un rut frénétique de vandales ivres de forfait, ils détruisent systématiquement les édifices. Ensuite, l'ébauche. Le nom est adopté, il dit si bien ce qu'il veut dire, stupidité, brutalité, tête carrée et pieds plats, la horde. Bon, après on évoque les Marcomanns, les Goths. Ce sera la hideuse originalité des Boches d'avoir réuni méthodiquement dans la même guerre deux genres de guerre que 16 siècles séparent. Ça c'est dans les Pyrénées. Et puis le petit Tarbais. Alors celui-là quand même je vais vous lire en entier. Quelle mentalité de sauvage, encore en passons-nous et de non moins brutal. Il faut évidemment remonter à Attila, Tamerlan, Gengis Khan pour rencontrer un tel entassement de cynisme, un tel entassement de cruauté systématiquement voulu, un tel paroxysme dans la barbarie. Il n'est pas bien certain cependant que les hordes d'Attila aient jamais atteint une aussi profonde horreur que celle où d'emblée sont arrivées les troupes du Kaiser. Bon, on est dans une propagande assez classique, évidemment côté allemand c'est la même chose avec d'autres arguments, mais on a évidemment une diabolisation, une animalisation de l'ennemi, ce qui est relativement habituel dans les conflits guerriers. Ici quand même une petite affiche que je voulais vous proposer aussi. On reconnaît bien sûr une référence directe à Jeanne d'Arc, qui vient donc terrasser l'hydre germanique. C'est pour un appel à l'emprunt de la libération de 1918 qu'on avait publié ces affiches. Bien. Début de la guerre aussi, c'est une question qu'il faut régler, puisque ce sont des sauvages, des barbares, des vandales. Il faut régler la question des Allemands, des Austro-Hongrois et
on va y ajouter des Turcs, des Ottomans qui sont présents sur le territoire français. Alors la question elle est réglée tout de suite. Le 1er août 14, au moment où vous allez avoir les premiers placards concernant les ordres de mobilisation, il y en a qui, on va trouver le 1er, surtout le 2 août, mais 1er août 14, vous avez un avertissement qui est placardé pour les ressortissants des pays ennemis, et ultimatum, c'est celui-ci. Ils ont 24 heures pour quitter le territoire, ce qui est un peu compliqué parce que tous les trains sont déjà largement mobilisés pour convoyer les soldats. Bon, ils ont 24 heures pour quitter le territoire, ou bien il faut que ces 24 heures passées, ils aillent se faire enregistrer dans le commissariat le plus proche, pour ensuite que les autorités françaises leur indiquent où c'est qu'ils vont aller résider. Alors évidemment, il y a une liste relativement importante de zones où ils ne peuvent pas résider, et on va vite voir qu'ils vont se retrouver dans le Grand Ouest, Massif central et dans le Sud-Ouest. Alors pour certains, ils vont être assignés à résidence, les plus aisés vont arriver à ne pas être mis dans des camps, mais enfin la majorité vont se retrouver dans des camps. Il y a une soixantaine de camps à peu près, répartis sur tout le territoire, pour accueillir, entre guillemets, vous allez voir, ces populations ressortissantes des pays ennemis. Le camp de Garaison, en 1914, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien couvent, c'est un ancien lieu aussi d'enseignement religieux, jusque, bien sûr, aux lois de 1905, séparant l'Église et l'État. Et en 1914, il reste en fait une dizaine de religieux assez âgés à Garaison, 3 religieuses, infirmières et un jardinier. Bon, voilà, pour des bâtiments qui sont quand même, comme vous pouvez le constater, je pense que vous connaissez aussi ce lieu, qui sont quand même imposants. Donc on se dit, là, il y a de la place. Mais sauf que ça fait quand même quelques années qu'un certain nombre de bâtiments ne sont pas entretenus. Pour ce camp de Garaison, je vous montrerai tout à l'heure, il y a un fonds fantastique qui se trouve aux archives diocésaines, qui est un fonds photographique qui a pu être exploité en partie pour un livre qui avait été co-dirigé par Pascal Leroy-Castillo et Sylvaine Gain-Le-Lorinet, que vous connaissez sans doute. Et donc on a pu travailler sur un certain nombre de ces clichés, essayer de découvrir un petit peu la vie quotidienne, notamment dans ce camp. Alors là, vous voyez que ici on attend la soupe. Tout le monde a tout le monde, une partie en tout cas des résidents ont leur casserole ou écuelle et attendent la soupe. On voit bien qu'il s'agit d'un camp de famille, hein, vous voyez des hommes, des femmes, des enfants, avec de tout âge. Hein. Autre cliché que je voulais vous montrer concernant les conditions de vie, il y a en tout cas au départ pas trop de mobilier. Donc on s'installe un peu où c'est possible, et puis souvent c'est à même le sol, et on devine que je pense qu'au mois de février 1915, dans ce lieu-là, il ne devait pas faire très très chaud. Ici, alors là c'est un article que j'avais fait justement précisément dans le livre de Pascal Leroy-Castillo et de Sylvain Gain-Le-Lorinet sur Garaison sous la neige. Parce que Garaison sous la neige, c'est certes les bâtiments qui existaient avant la guerre et qui servaient de couvent, mais comme on y a mis quand même des centaines et des centaines et des centaines de personnes, entre 3000 et 5000 sur la durée de la guerre, à un moment donné, les bâtiments n'ont pas suffi. Donc il a fallu construire avec des matériaux, de briques et de brocs, une espèce de camp à l'intérieur du périmètre du couvent. Donc là, on a ces bâtiments, ces cabanes qui ont été largement construites par les résidents, les internés, pour être plus juste. Ici, vous avez une photographie du préfet du début de la guerre. Il y a 3 préfets qui se sont succédés pendant le conflit. Là, vous avez Paul Eugène Olpetit Forichon, c'est le numéro 1. Oui, c'est lui là.
Ici, vous avez l'un des directeurs du camp de Garaison, le directeur Fay. Et puis là, vous avez donc une partie des internés qui saluent cette visite donc officielle. Au sujet des gardes qui vont s'occuper de la surveillance du camp, il s'agit en fait du 144e régiment d'infanterie, donc plutôt c'est des gens qui ont entre 40 et 50 ans, et qui évidemment ne sont pas, en tout cas au début de la guerre, appelés à combattre dans les tranchées, et ce sont ce type de soldats qui on va demander de surveiller ces camps d'internement, ces camps de concentration. Alors ici justement sur la typologie un peu, sachez qu'au début de la guerre, ces camps pour ressortissants ennemis vont prendre vraiment des dénominations très diverses. Il va y avoir camps de regroupement, centres de refuge, dépôts, colonies, et puis petit à petit quand même, sur le plan administratif, l'expression camp de concentration s'impose. Attention, pas d'anachronisme, évidemment, rien à voir avec les camps de concentration de l'Allemagne nazie, en termes de conditions, en termes de travail forcé, en termes aussi de sadisme des gardes. Mais en tout cas, c'est le terme officiel qui est utilisé à partir de 1915-1916 de manière très majoritaire pour définir ces camps qui concentrent donc les ressortissants des pays ennemis. Alors vous voyez qu'il y a une vie quotidienne qui s'organise, puisqu'on va même créer une monnaie à l'intérieur du camp pour qu'il y ait des échanges à l'intérieur du camp. Vous allez avoir évidemment des internés qui vont demander à avoir des coffres, à avoir des placards sécurisés, d'où, vous voyez ici, un certain nombre de clés qu'on a pu retrouver. Là, ce sont des documents qui se trouvent, des documents et des objets qui se trouvent aux archives départementales des Hautes-Pyrénées. Il y a un fonds colossal sur le camp de Garaison. Il y aurait une ou deux thèses à faire sur le camp, vu la masse de documents que l'on a pu conserver. Toujours la vie quotidienne avec des cours. Il y a une école qui s'est organisée au camp de Garaison. Et donc vous voyez, cours pour les enfants de 6 à 9 ans. On a du français, du calcul, de l'histoire géo. J'avais noté là de regarder histoire ici, histoire naturelle en plein air. Donc on devait amener les enfants dans les jardins là, qui est proche du camp. Il y a également de la gymnastique. Enfin bon, un programme complet qui est prévu pour les enfants qui vivent dans le camp. Ah, alors, voyons, est-ce que quelqu'un reconnaît, alors plutôt le monsieur, c'est quand même le monsieur qui est le plus connu dans ce couple. Camp de Garaison. Albert Schweitzer, bravo, Albert Schweitzer. Alors Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952, qu'est-ce qui fait à Garaison en 1917? Albert Schweitzer, il est né à Kaisersberg, près de Colmar. Et il est né à la fin du 19e siècle. Donc, il est de nationalité allemande. Il fait des études de théologie, il devient prédicateur protestant, il devient professeur de théologie à l'université de Strasbourg. Et il fait aussi des études de médecine, comme vous le savez. Et il demande à faire une mission humanitaire au Gabon, colonie française. C'est accepté, il part au Gabon avec son épouse Hélène, que vous avez ici. Sauf que la guerre commence et il se retrouve donc allemand dans une colonie française alors que le conflit a débuté. La France accepte qu'Albert Schweitzer continue à travailler au Gabon jusqu'en 1917. Et puis là,
Vous savez, 1917, c'est une année compliquée pour la France dans la guerre, pas que pour la France, c'est pour l'essentiel des belligérants. Et donc là, il y a un coup de vis qui est donné en 1917. On demande au couple Schweitzer de revenir en France. Il passe par Bordeaux et il atterrit au camp de Garaison. Au camp de Garaison, assez rapidement, on a des courriers qu'il a envoyés au directeur, qu'il a transmis au directeur du camp, où il demande de s'occuper médicalement des internés. Alors on lui dit oui, d'accord, mais vos diplômes sont allemands. Donc vous allez travailler en tant qu'assistant infirmier sous l'autorité du médecin français du camp, Jacques Bers. Donc Albert Schweitzer fait ceci, mais en parallèle, il tente, et c'est surtout son épouse, tente de quitter le camp de Garaison pour notamment essayer d'aller en Suisse. La Suisse qui est une espèce de plateforme là, de réfugiés de différents pays. Bon, les demandes, au début en tout cas, reçoivent des réponses négatives. Et Albert Schweitzer, il ne souhaite pas finalement avoir de mesures qui pourraient laisser penser qu'il a été favorisé. Alors pourquoi ? Il y a une partie de sa famille qui est en Allemagne. Si, par différents canaux, vous savez, au camp de Garaison, il y a aussi des gens qui envoient des lettres en Allemagne, on apprend qu'Albert Schweitzer a été favorisé par les Français, la famille restée en Allemagne pourrait avoir des problèmes. Et c'est pas quelque chose qui est hypothétique. Moi, j'avais travaillé sur une dame qui s'appelait Renée Ziegler, qui était née à Aire-sur-Adour et qui s'était mariée avec un Allemand. De ce fait, vous savez que jusqu'en 1927, une Française qui épousait un étranger, qu'il soit allemand, austro-hongrois, il adoptait la nationalité de son époux. Donc, elle était devenue allemande, Renée Ziegler, née à Aire-sur-Adour. Elle s'est donc retrouvée à Garaison. À Garaison, elle a eu un rôle important. Elle a été déléguée des femmes allemandes. Elle a donné des cours à l'école. Vous voyez que je vous montrais pour la partie école des filles. Mais lorsqu'elle a été rapatriée en Allemagne, il y a visiblement des gens de Garaison qui étaient internés à Garaison, qui avaient fait passer l'information comme quoi elle était très bien vue par les gens du camp, qu'elle avait plein de responsabilités, qu'elle était francophile. Et donc revenu en Allemagne, bim, direction prison. Elle est sortie du camp de Garaison pour revenir en Allemagne et on l'a mis en prison en Allemagne. Donc Albert Schweitzer, il se dit, il faut pas qu'on imagine que j'ai été favorisé d'une manière ou d'une autre. Donc il renacle un peu à ses possibilités de pouvoir passer par la Suisse pour pouvoir revenir en Allemagne. Bon, il se trouve quand même que son épouse, au bout de quelques mois, va très mal hein, sur le plan de sa santé. Elle ne supporte pas du tout le climat de Garaison. Elle a besoin d'un climat plus sec et elle obtient d'être envoyée à Saint-Rémy de Provence. De Saint-Rémy de Provence, les Schweitzer passent en Suisse et ils arrivent dans le Bade-Württemberg à l'été 1918. Et là, le couple Schweitzer se met à faire une mission humanitaire en Allemagne parce que beaucoup d'Allemands à ce moment-là, comme vous le savez, souffrent surtout de la famine et aussi d'un certain nombre de maladies, et notamment d'une qui va se développer à l'été 1918 dans toute l'Europe, la fameuse grippe espagnole. Hein. Donc là, vous avez un parcours qui est intéressant. Je ne vois pas l'heure en fait, parce qu'on est à combien là? D'accord, 35 minutes. Ok. Alors, j'accélère un petit peu. Ici, ça c'est intéressant. Vous avez la liste des Alsaciens lorrains évacués de Garaison en exécution de la décision de la commission de classement. À Garaison, vous avez les Allemands, les Austro-Hongrois et les Ottomans, mais vous avez aussi des Alsaciens lorrains. Alors, complexité pour les Alsaciens lorrains. Vous savez qu'il y a, il y a 50 catégories, mais enfin, si on résume, il y en a deux. Il y a ceux qui ont opté, on en avait parlé l'année dernière, c'est-à-dire ceux qui, dans un temps très court, après la défaite de 1870-71,
ont décidé d'opter pour la nationalité française et de quitter l'Alsace et la Moselle devenues allemandes pour venir sur le territoire français. Certains étaient partis en Algérie, souvenez-vous, et ceux-là sont considérés comme des Français, comme des super patriotes, justement. Par contre, il y a tous les autres, ceux qui étaient restés en Alsace-Moselle et qui sont donc devenus allemands. Mais ceci dit, quand une partie d'entre eux reflue vers le territoire français, on ne les considère pas comme des Allemands. On dit que ce sont des Alsaciens-Lorrains. Mais ce sont des Alsaciens-Lorrains allemands. Donc on est quand même, pendant un temps, obligé de les interner. Très rapidement, au niveau de l'administration, on va se dire, si on gagne la guerre, ce qui est l'objectif et ce qui est espéré, nous allons récupérer l'Alsace et la Moselle, et il va falloir convaincre donc dans les années qui viennent, et pourquoi pas commencer tout de suite, ces Alsaciens-Mosellans de réintégrer la nation française. Il faut donc ne pas être trop brutal vis-à-vis de ces Alsaciens-Mosellans et essayer petit à petit de les amener à de nouveau aimer la France. Donc, ils sont en camp de concentration, premier mois de 1914, et vous avez des commissions, début 1915, qui interviennent dans les camps pour classer les Alsaciens-Lorrains. Alors, il y a deux catégories qui sont, et vous allez voir, il y en a une troisième qui est créée par la suite. Il y a ceux qui sont considérés comme des bons Français, de sentiments français, en qui on peut avoir confiance. On va leur donner une carte tricolore et ils vont avoir droit aux aides pour les réfugiés comme tous les autres réfugiés français, notamment ceux qui viennent des régions du Nord. Il y a la deuxième catégorie que l'on qualifie de plus douteux, sur lesquels voilà, on préfère garder un œil, et donc ceux-là on les fait sortir aussi des camps, mais on se renseigne très précisément sur les lieux où ils résident, on les oblige quasiment toutes les semaines à aller entre guillemets donc se pointer, se présenter au commissariat ou à la gendarmerie, etc. On garde un œil. Et il y a une troisième catégorie qui est créée au milieu de l'année 1915. Alors, regardez, c'est quand même... Ce sont les fichés S. Et oui, les fichés S alsaciens-lorrains, les suspects. Et ceux-là, par contre, ils restent dans les camps. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont obligés de rester dans les camps. Donc, vous avez dit une soixantaine répartis sur l'ensemble du territoire. Juste, je termine sur Garaison avec... Vous voyez, c'est José Cubero qui avait écrit un livre où il évoquait la Première Guerre mondiale. Il disait finalement, la Première Guerre mondiale, c'est la guerre des nationalités. Et le camp de Garaison, c'est un fabuleux exemple de ces populations mais qui se sont déplacées en Europe. Et quelque part, pour eux, la question de l'appartenance à un État, c'était secondaire. Et là, ils se retrouvent dans des situations qui sont après compliquées sur le plan administratif. Regardez, donc Jean Mussner, il est né en Autriche. Il arrive en France en 1903. Il rencontre Yvonne, jeune Française née à Paris. Il se marie. Comme beaucoup d'Austro-Allemands résidant à Paris, ils sont internés donc à Flers dans l'Orne. Il arrive ensuite à Garaison et ils ont eu une fille. Leur seconde fille née dans le camp. Il y a eu des naissances au camp de Garaison. Leur seconde fille née au camp donc en 16. À la fin de la guerre, la commune dont est originaire Mussner devient italienne. La commune était austro-hongroise quand il est né, mais du fait de l'avancée des Italiens, la ville où il est né devient italienne. Jean écrit à l'ambassade d'Italie pour obtenir la nationalité italienne, pour essayer de sortir du camp plus rapidement. Pas de réponse, il lui proposait de retourner en Autriche, et regardez, ils sont libérés quand même tardivement, ils sont libérés du camp de Garaison le 25 mars 1919, et ils vont continuer leur vie finalement à Paris. Et donc vous voyez,
voyez comment les frontières, finalement, se déplaçant, ça va créer pour un certain nombre de populations qui vivent en Europe des difficultés concernant leur appartenance étatique. Alors voilà le livre dont je vous parlais concernant les photographies, les belles photographies des archives diocésaines. Être prisonnier civil au camp de Garaison. Voilà. Il y a beaucoup de publications et également un film récemment qui ont été proposés sur Garaison. Vous avez ici le travail de Gertrude Kopner et Hélène Charmitte, Récit de captivité Garaison 1914, et puis un film aussi de Xavier Delagne qui avait été projeté, là j'avais récupéré l'affiche à Bagnères de Bigorre. Voilà. Quelques éléments pour les autres nationalités. Je vous ai parlé des Allemands, des Austro-Hongrois, des Ottomans, on a parlé aussi rapidement des Alsaciens lorrains. Mais qu'en est-il par exemple des Polonais ou des Tchèques? Au début de la guerre, les Polonais sont malmenés de la même manière que les Allemands. Dans les mines du nord de la France, où vous le savez, il y a beaucoup de Polonais qui travaillent, eh bien, il y a des scènes de violence dans les rues, ils sont insultés, il y a certains magasins qui sont détruits, à tel point qu'il y a une partie de ces Polonais qu'on va envoyer dans le Massif central pour continuer à travailler dans des mines, mais on va les déplacer du nord de la France. Alors, parce qu'ils étaient sous une énorme pression, mais aussi parce que les Allemands, à un moment donné, ont avancé. Et alors, ce qui est un petit peu ironique, c'est que parmi les Polonais qui ont pu être malmenés, vous en avez vu un certain nombre qui vont s'engager dans la Légion étrangère pour combattre les Allemands, et il va même y avoir une armée polonaise qui va être créée en 1917. Alors ici, j'ai retrouvé quelques éléments où vous avez un certain nombre de Polonais à travers des organismes comme la Protection polonaise ou le Comité des volontaires polonais pour le service armé en France, qui écrivent aux différents préfets en disant attention, attention, vous êtes en train de libérer, et d'une certaine manière vous avez raison, des Polonais ou des Tchèques des camps d'internement, mais il faut bien vérifier que les Polonais ou les Tchèques que vous libérez sont des gens qui ne sont pas pro-allemands. Et alors là, vous avez cette expression ici, nous apprenons que par ordre ministériel, les préfets sont autorisés à libérer tous les Polonais. Si cette nouvelle a de quoi nous réjouir, elle n'est pas sans éveiller chez nous de grandes inquiétudes. Au point de vue français, il est éminemment dangereux de réintroduire dans la bergerie des loups revêtus de peau de mouton. Si l'on y prend garde, dans une intention des plus bienveillantes en faveur des Polonais, on risque de trahir et la France et la Pologne. Vous avez les Tchèques. Les Tchèques qui disent, toujours pareil, courrier transmis à la préfecture en 1915, nous constatons que dans notre bureau viennent des gens qui ont pu quitter leur dépôt d'internement sans qu'ils eussent demandé nos certificats de nationalité. Comme cela, on a libéré des Allemands qui sont nés en Bohême, mais qui ne connaissent pas un mot tchèque et qui, nous vous assurons, sont encore pires que ceux de Berlin, tandis que nos bons compatriotes souffrent malgré nos démarches répétées. Dernier exemple, bon là vous avez une petite affiche concernant l'armée polonaise, je ne développe pas. Dernier exemple, vous avez vu des populations, comme je vous le disais, à la fois de Pologne, d'Autriche-Hongrie, de Russie, qui, y compris préalablement au conflit, sont venus s'installer en France. Et vous avez parmi eux un certain nombre de juifs. Et là, vous avez là aussi une volonté de la part d'un certain nombre de comités, de fédérations, de montrer une vraie francophilie, jusqu'à s'engager militairement. Attention, hein, il faut se rappeler que pour une partie des Juifs qui viennent d'Autriche-Hongrie, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Russie, pour ceux qui sont notamment arrivés en 1905, au début du conflit, ils n'ont pas encore pu acquérir la nationalité française et donc faire leur service. Puisqu'il faut 10 ans de résidence en France, selon le code de la nationalité de 1889,
pour pouvoir acquérir la nationalité. Donc là, vous avez, regardez ce courrier, nous, juifs immigrés, qu'allons-nous faire? Allons-nous, pendant que tout le peuple français se lève comme un seul homme pour défendre la patrie, nous croiser les bras? Non, car si nous ne sommes pas encore français de droit, nous le sommes de cœur et d'âme, et notre devoir le plus sacré est de nous mettre tout de suite à la disposition de cette grande et noble nation, afin de participer à sa défense. Frères, c'est le moyen de payer notre tribut de reconnaissance au pays où nous avons trouvé l'affranchissement moral et le bien-être matériel. Juifs immigrés, faites votre devoir et vive la France. Donc là, il y a plusieurs courriers de ce type-là qui sont envoyés, ces placards, ces affiches, qui appellent donc à une mobilisation en faveur de la France. Ici, un petit exemple justement d'étrangers célèbres qui a combattu pour la France. Ici, vous avez... Ah, mais il n'y a pas le nom. Ah ben voilà, on va faire comme tout à l'heure. Alors, qui c'est? Alors, j'allais dire, il est peut-être plus connu qu'Albert Schweitzer. Bon, ça dépend. Mais en fait, il est très connu. Écrivain, poète... C'est Guillaume Apollinaire. Ouais. Alors, sauf que Guillaume Apollinaire, son nom au départ, c'est Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzki. Guillaume Apollinaire, il est né en Italie. Il est né en Italie. Sa mère était une immigrée polonaise, mais de nationalité russe, puisqu'elle venait de Pologne, mais dans la partie qui était contrôlée par les Russes. On ne connaît pas tout à fait l'identité du père, on dit, il y a des différentes hypothèses, peut-être un militaire italien, bon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il est né en Italie, d'une mère polonaise, mais lui est considéré de nationalité russe quand il arrive en France. Au début de la guerre, Guillaume Apollinaire, il veut combattre, alors il tente d'obtenir la nationalité, on lui dit non, alors il essaye de rentrer dans les légions étrangères, c'est non, puis vers décembre 1914, il arrive à rentrer dans un régiment d'artillerie, il n'est toujours pas français, mais bon, il a dû disposer d'appui. Ensuite, bon, il combat du côté de la Champagne, il obtient la nationalité française le 9 mars 1916. Il rentre à ce moment-là dans un régiment d'infanterie et il combat dans l'Aisne, sauf que le 17 mars 1916, moins de 10 jours après l'obtention de nationalité, comme vous le savez, il est touché par des éclats d'obus à la tête, d'où pas mal de photographies, vous savez, où il a cette espèce de pansement là. Il subit 2 trépanations qui évidemment l'affaiblissent considérablement et il meurt. Il meurt le 9 décembre 1918, c'est-à-dire le jour de l'abdication de Guillaume II, du Kaiser, et donc 2 jours avant le 11 novembre et l'armistice, et il meurt de la grippe espagnole. On y reviendra encore tout à l'heure, je vous en dirai un mot. Autre poète écrivain évidemment très connu, Blaise Cendrars, suisse, qui vient combattre aussi pour la France, qui perd un bras et qui évoque son expérience des combats, notamment dans La main coupée. C'est un écrit assez célèbre de Blaise Cendrars. Bien, ici, concernant, je passe rapidement, mais vous avez justement un petit document sur la Légion étrangère, alors 30 000 à peu près, étrangers qui vont s'engager dans cette légion. Alors le plus fort contingent, oui, c'est les Italiens. Alors là, attention, il ne faut pas, ici dans les Russes, l'essentiel des Russes qui sont classés là, ce sont en fait des Polonais, d'accord. Bon, après vous avez quand même quelques Allemands, des Suisses, des Belges. A priori, de ce que j'ai pu lire, là, les Luxembourgeois sont sous-estimés. Il y en a eu beaucoup plus que 541. Bon, et après vous avez d'autres nationalités. Bien, simplement pour nuancer un petit peu quand même ce qu'on a pu lire au début du cours sur la xénophobie très puissante au début du conflit, regardez ce qu'on a. En plus, on est quand même
le 26 août, 14, donc c'est pas très... et ici le 18 septembre, vous avez les premiers convois de blessés. Alors là, ici on évoque les blessés français. Vous reconnaissez deux lieux où ils ont été accueillis. Vous avez donc là, eh bien c'est ce qui est devenu le lycée Jean Dupuy, que je le connais bien. Là, et puis là, vous avez l'hôpital de Barèges. Et là, ici, vous avez les blessés, les prisonniers allemands qui arrivent. Titre de l'article, dignité et humanité. Il y a eu beaucoup de curieux au défilé, aux divers points d'arrivée. Ceci est très naturel, très légitime. Un sentiment de curiosité s'est joint chez quelques-uns, une hostilité s'exprimant par des huées, des injures. C'est une attitude qui ne convient pas. Donc je ne lis pas le reste, mais regardez la fin. Aux prisonniers comme aux blessés, nous devons quelque chose. Au premier, notre silence. Au second, notre respect et notre compassion. On est en septembre, vous voyez ça, c'est quand même très différent de ce qu'on a pu lire dans d'autres journaux, à peu près donc à la même époque. Bien. Ici, vous avez justement concernant ces Allemands, des prisonniers allemands, des prisonniers, attention, ce sont des soldats, hein, prisonniers de guerre allemands dans les Hautes-Pyrénées. 3 lieux principalement où on a pu trouver ces prisonniers allemands. Bonnefond, hein, c'est d'ailleurs la photographie que vous avez ici, la carte postale. Bonnefond, Tarastex et Saint-Sevé de Rustan. Hein, voilà les 3 lieux où on a pu donc concentrer ces prisonniers de guerre. Vous allez voir sur une autre diapositive, on a pu les employer à un certain nombre de travaux agricoles, travaux forestiers. Même si, théoriquement, selon les conventions de La Haye de 1899-1907, il ne fallait pas faire travailler les prisonniers de guerre, mais bon, on va dire que pour la Première Guerre mondiale, je dis bien pour la Première Guerre mondiale, les conditions de vie de ces prisonniers de guerre ont été quand même relativement correctes. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a eu 400 000, à peu près 420 000 prisonniers de guerre allemands en France. Mais en Allemagne, il y a 500 000 prisonniers de guerre français. Donc, évidemment, on entretient, on va dire, entre les deux États, une relation, en tout cas de ce point de vue-là, relativement cordiale pour que les prisonniers d'un côté et de l'autre soient assez bien traités. Il y a même un début de polémique en 1918, parce qu'un certain nombre de Français et d'Allemands considèrent que les rations de pain, qui sont de l'ordre de 350 à 400 grammes par personne dans ces camps, sont supérieures à celles des gens qui vivent hors de ces camps, et donc c'est un scandale. Et c'est aussi bien en France qu'en Allemagne qu'il y a ce type de polémique. Bon, je passe. Concernant les camps de prisonniers, vous avez effectivement une source qui est intéressante, c'est la Croix-Rouge. Alors la Croix-Rouge, je voulais vous donner une citation là, du directeur du département des affaires civiles de la Croix-Rouge américaine en France, Homer Folks, qui je trouve témoigne bien de l'aspect massification dont je vous ai parlé au début. Regardez ce qu'il disait donc à la fin du conflit. Il y avait des réfugiés dans toute l'Europe. Pendant 5 ans, c'est comme si presque tout le monde devait partir ou attendait de le faire. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais le chiffre qu'il donne là dans son rapport de fin de guerre, c'est environ 10 millions de réfugiés alors sur l'ensemble de la guerre. Hein, et ça a été plus ou moins confirmé par d'autres historiens. Donc là, c'est pas comme l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on parlait des réfugiés carlistes, bon, c'était quelques milliers, 40 000. Là, c'est 10 millions. Et on passe évidemment à une autre échelle et on verra que la Seconde Guerre mondiale, ça sera encore autre chose. Voilà, alors, dans les archives de la Croix-Rouge, j'ai trouvé quand même un prisonnier de guerre relativement connu, vous voyez, un certain Charles de Gaulle. Donc c'est sur le site de la Croix-Rouge, vous pouvez aller les consulter, ces archives. Et donc là, on a quelques éléments, vous voyez, sur son parcours. Bon, allez, je passe. Et
j'arrive ici donc sur la question de l'accueil des réfugiés, et en particulier dans les Hautes-Pyrénées. Pour aller relativement vite, les réfugiés qui ont été accueillis dans les Hautes-Pyrénées sont essentiellement des réfugiés belges et du Nord, français donc du Nord. Alors j'insiste parce que au début, ça se passe plutôt bien. Il y a vraiment des appels à la générosité qui sont relativement bien relayés, bien accueillis. Vous avez des Hauts-Pyrénéens qui, de manière spontanée, vont à la préfecture en disant « Moi, je peux accueillir tant de personnes, tant de familles. » Voilà, alors bien sûr provisoirement, mais en tout cas je peux le faire pendant tant de jours, etc. Vous voyez que, par exemple, vous avez un appel à la population et vous pouvez éventuellement remplir ce type, s'engage à loger, nourrir éventuellement s'il le faut pendant 3 jours une famille de réfugiés français ou belges. Bon, 3 jours, mais après, ce qui est précisé dans les articles ou par la préfecture, c'est 3 jours avant qu'une répartition, une clé de répartition permette en fait de disperser dans l'ensemble des communes du département les réfugiés. Alors pour certains, soit dans des granges, soit dans des lieux où on accueillait par exemple les colonies d'enfants avant la guerre, dans les thermes, enfin bon, voilà, dans différents lieux où on a de la place. Bon. Ça, c'est évidemment dans les premiers temps. Alors là, vous avez des réfugiés belges qui arrivent à Paris. Je rappelle quand même que les réfugiés belges, numériquement, c'est 600 000 entre août et octobre 1914, qui fuient quand même certaines exactions, alors qui ont été largement exagérées pour la propagande, mais on estime quand même que vous avez 15 000 Belges mais aussi quelques Français qui ont été donc déportés, transférés vers l'Allemagne pour travailler. Vous avez eu la destruction de certains monuments importants dans la ville de Louvain, et puis vous avez eu 6500 civils belges tués. Donc ce qu'on a appelé les atrocités allemandes ont existé, pas dans les proportions, des centaines de milliers qui pouvaient être données dans certains journaux, mais elles ont existé, dont un reflux important. Je vous ai dit 600 000 entre août et octobre. Au total, c'est 1,5 million de réfugiés belges sur toute la guerre, 20% de la population. Vous avez un historien belge, Henri Pirenne, qui a dit il y avait une Belgique de l'intérieur et une Belgique de l'extérieur durant la guerre. Vous avez aussi un autre historien qui a parlé de premier exode. L'exode belge de la Seconde Guerre mondiale va être encore plus massif, mais là déjà, celui-ci était important. Là, vous avez regardé les communes. Enfin, là, évidemment, ce n'est qu'une diapositive, parce que les listes sont beaucoup plus longues, mais une partie des communes qui vont accueillir donc les réfugiés. Voilà, vous voyez, c'est très varié. Ici, voilà. Donc Bagnères, Pouzac, Sirex, La Bassère, Lannemezan, Castelnau, Tarbes. Bon. Ah, et puis il y a le début de quelques tensions, quelques difficultés. Bon, premier article. Je me hâte de dire que ces réfugiés, même ceux qui ont la cinquantaine, auraient été très heureux d'être versés dans l'armée auxiliaire. Ils se croient à tort assurément en charge de leur hôte, auxquels la plupart, ouvriers spécialistes d'usine, ils ne peuvent être utiles, etc., etc. Bon, en fait, assez vite, il va y avoir plusieurs éléments qui vont irriter la population locale, et c'est le cas dans tous les départements. Premièrement, parmi les réfugiés, ils vont arriver des femmes, des enfants, des vieillards, mais aussi des hommes en âge de combattre. Donc là, il y a une incompréhension. Pourquoi ils ne sont pas dans une armée? Pourquoi on ne les engage pas dans l'armée française? Bon. Évidemment, le fait de les engager dans l'armée française, ça portait un certain nombre de difficultés. Il fallait qu'ils s'engagent dans la Légion étrangère. Bon, d'accord, mais alors, faisons-les travailler. Oui, mais si on les fait travailler, ils vont peut-être reprendre l'emploi des Français qui sont là. Bon, enfin, il y a eu
un certain nombre de polémiques. Ce qui est sûr, c'est que vous avez quand même à peu près 30 000 Belges, je parle de l'ensemble du territoire, qui vont travailler dans l'industrie, au service donc de l'industrie de guerre, et environ 20 000 pour la production agricole. Une autre question va se poser. Les réfugiés, belges comme français, s'ils sont sans ressources, perçoivent depuis le 1er décembre 1914 une indemnité qui est équivalente à celle des femmes de mobilisés. 1,25 franc pour les adultes, 50 centimes pour les enfants. Vous allez avoir une partie de la population locale qui va voir ces Belges travailler. Ils travaillent, ils perçoivent un revenu, ont-ils encore leur indemnité? Bon, vous voyez les difficultés que ça peut poser. Alors là, l'affaire de Pujol, je vous en dis un mot. On est donc, vous voyez, en décembre 1914. On annonce dans le village de Pujol qu'il va y avoir un versement d'indemnité. Alors, vous avez un certain nombre de réfugiés qui se regroupent là et qui attendent qu'on leur verse l'indemnité. Sauf qu'il y a eu une incompréhension, c'était l'indemnité qui était versée aux gens qui hébergeaient pour, évidemment, la nourriture, etc., etc. Et donc là, bon, ça c'est... disons que ça a dégénéré, il y a eu un pugilat et le maire lui-même a été donc frappé par des réfugiés. Voilà, moi je passe là-dessus. Concernant la main-d'œuvre agricole, vous avez un certain nombre de dispositions qui sont prises, mais il y a quelque chose peut-être de plus important à retenir, c'est que l'année dernière, je vous avais indiqué que la première catégorie de population concernée par la carte d'identité en France, c'était les nomades, 1912. Là, 2 avril 1917, création de la carte d'identité pour les étrangers. Et puis, vous savez que plus tard, et ça va arriver assez vite, puisqu'on va essayer de mettre en place dans les années 20, mais c'est sous le régime de Vichy que ce sera généralisé, il y aura la carte d'identité de Français. Donc 2 avril 1917, de manière à mieux contrôler les résidences, les déplacements des étrangers, quelle que soit la nationalité, on instaure la carte d'identité. Et alors, on va même plus loin, regardez ici, là, le 21 avril, il y a même la carte d'identité de travailleurs étrangers. Et on va essayer de flécher, en fait, les étrangers sur un certain nombre d'emplois, agricoles ou industriels, selon les besoins du moment. Et les cartes de travailleurs étrangers vont avoir des couleurs différentes. Pour ceux qui seront classés travailleurs industriels, n'ayant donc pas le droit de devenir travailleurs agricoles, ce sera une carte verte. Pour ceux qui seront travailleurs agricoles, ce sera une carte couleur chamois. Donc vous voyez, il y a là un contrôle qui ne va pas cesser à la fin de la guerre. On le verra dans les années 20, ce contrôle des étrangers, y compris dans le travail dans lequel ils peuvent être employés, va se perpétuer. Bon, mais ici vous avez les ouvriers coloniaux et étrangers présents, une partie de la liste des ouvriers coloniaux et étrangers présents sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Et on voit d'ailleurs, c'est assez évident, regardez ici, quand on voit les lieux et dates de naissance, essentiellement dans les Hautes-Pyrénées, des Espagnols. Il y a eu une convention signée en 1915 avec l'Espagne pour que des travailleurs puissent venir en France. Et on a quand même, sur la durée de la guerre, 150 000 Espagnols qui sont venus travailler en France. Donc beaucoup, évidemment, dans les départements frontaliers. Bon, des fois, il y a des problèmes avec les ouvriers espagnols. Alors là, par exemple, on est chez Gache, en 1915, et vous avez un Espagnol qui pose problème parce qu'il chante beaucoup pendant qu'il travaille. Et donc, ils sont bruyants, et puis ils tiennent parfois des propos malveillants pour la France, du genre de celui-ci, les Allemands sont plus forts que vous. Donc, bon, suite à l'incident, il y a une grève. Le patron de l'entreprise fait appel au préfet, mais regardez, le préfet, il est quand même assez précautionneux. Le préfet, soucieux d'éviter un tarissement de cette main-d'œuvre,
dit ceci: ni leur attitude avant cet incident, depuis plusieurs mois qu'ils étaient à Tarbes, ni leur attitude après leur renvoi, pas plus que le motif de leur cessation de travail, n'ont pris un caractère qui puisse les faire considérer comme dangereux, ni même suspects au point de vue de la défense nationale ou dangereux du point de vue de l'ordre public. Donc, il y a besoin de main-d'œuvre. On ménage donc ici les ouvriers, même si évidemment ils ont été renvoyés, mais il y en a des milliers qui sont toujours là. D'autres ouvriers évidemment étrangers, il s'agit ici des coloniaux et de ce qu'on appelait à l'époque les anamites, qui venaient donc d'Indochine. Et là on est à une sortie de l'arsenal et on voit qu'on a une population ici qui est très mélangée. Et d'ailleurs pour cet arsenal, se rappeler quand même que vous avez 16 000 ouvriers et ouvrières à ce moment-là, près d'un tiers de la main-d'œuvre est féminine en 1918, et vous avez aussi donc des ouvriers coloniaux qui participent à cet effort de guerre. Les ouvriers coloniaux, c'est l'effort de guerre, c'est le travail, mais c'est aussi bien sûr les contingents et la participation au combat. Je résume rapidement le tableau. Vous avez 800 000 à peu près coloniaux qui sont venus en France. 600 000 ont été engagés dans l'armée, alors pas tous forcément au combat, il y en a qui étaient des compagnies sanitaires pour construire les tranchées, certains fortins, etc. Donc 600 000. Et vous en avez 200, 220 000 qui ont été recrutés pour travailler. Et donc parmi ces 800 000, vous avez aussi bien des personnes venues d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Sénégal, bien sûr les tirailleurs sénégalais, mais aussi des anamites. Alors, anamites, c'était un peu la catégorie fourre-tout. Vous savez que l'Indochine était divisée en Tonkin au nord, Anamite au centre et la Cochinchine au sud. Et en fait, tous les gens qui venaient d'Indochine, on disait ce sont des anamites. Et concernant les anamites, il y en a eu à Tarbes. Et il y en a eu, c'est un exemple sur lequel je terminerai tout à l'heure, mais je voudrais vous montrer quand même ceci. On va dire que ces populations coloniales, elles sont strictement encadrées. Et donc, vous avez notamment le général directeur des troupes coloniales, Pierre Famin, qui en 1916 publie un certain nombre d'instructions pour le bon emploi de cette main-d'œuvre coloniale. Alors, par exemple, sauf exception, les nègres ne sont guère utilisables que pour les travaux de force. Les anamites, en raison de la finesse de leur extrémité digitale, sont d'une habileté comparable à celle de nos apprentis et peuvent rendre de bons services dans les travaux qui n'exigent pas de force ni de fatigue, mais de l'adresse et de la patience. Les Chinois sont aptes à devenir de très bons ouvriers, ils possèdent des facultés particulières d'assimilation et d'imitation qui leur permettent de se perfectionner rapidement dans leur métier. Les Marocains, travaux de force, qu'ils mettent un certain orgueil à exécuter, tandis que les Tunisiens, embauchés comme manœuvre, sont susceptibles de rendre les plus utiles services. Bon, vous voyez la tonalité de ces instructions. Et il y a un certain nombre de choses sur comment assurer la discipline, comment les distraire, comment les récompenser. Bon, je passe. Et j'arrive à ce dernier exemple que vous connaissez peut-être, c'est les anamites de Cazaux de Batte. Alors, il y a une association qui s'appelle les Amis de Cazaux de Batte qui s'est constituée au début des années 2000. Et qui a essayé de travailler sur ce groupe qui est intéressant, vous allez voir, à différents titres. Donc, quelle est la situation? On est en 1917, et vous avez dans différents lieux où les ouvriers coloniaux sont employés des manifestations xénophobes. 1917, c'est une année qui est difficile au front, qui est difficile à l'intérieur. Vous avez parfois certaines manifestations qui dérivent à l'émeute xénophobe, notamment dans les zones portuaires, du côté de Bordeaux, notamment du côté de Rouen. Et on en veut aussi bien aux travailleurs étrangers, belges ou polonais ou autres, qu'aux travailleurs coloniaux.
qu'on accuse de faire baisser les salaires, pour certaines d'être des espions, hein, quand c'est des Polonais, enfin, bon, voilà. Et il y a notamment une manifestation extrêmement violente du côté de Saint-Médard, près de Toulouse. Et la réponse, c'est d'essayer de disperser un petit peu les anamites qui se trouvaient dans cette usine et aussi dans d'autres usines toulousaines. Et donc nous avons, en avril 1918, des anamites qui arrivent à Cazaux-de-Bat, donc près d'Arros, et qui normalement doivent être employés pour travailler sur un canal d'Amnés. Donc je vous passe les descriptions, ils sont logés dans des baraquements à Drian, ils sont surveillés militairement. Bon. En août 1918, ils sont frappés par la grippe espagnole. Grippe espagnole dont vous savez très bien qu'elle n'a rien d'espagnol. On a dit qu'elle était espagnole parce que seuls les Espagnols ont communiqué librement sur la maladie qui touchait leur pays, puisque c'était un pays neutre. Tous les autres pays qui faisaient la guerre, il ne fallait surtout pas parler de la grippe. Moi j'avais fait quelques recherches sur la grippe espagnole là, quand je faisais le master. J'étais tombé sur des articles de revues médicales qui étaient censurés, mais alors vous savez, censurés comme à l'époque, c'est-à-dire vous aviez des blancs comme ça en plein milieu, et c'était des articles qui étaient consacrés à des camps de soldats américains dans l'ouest de la France, qui en fait, quand j'ai su ce qui était caché derrière le blanc, faisaient l'hypothèse que c'était peut-être les soldats américains qui avaient amené la grippe. Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque la grippe, d'après maintenant les éléments que l'on a, il y avait une souche a priori quand même partie d'Asie, qui après s'est développée aux États-Unis, et notamment dans les camps où on a formé les soldats qui sont arrivés en France. Mais le problème, c'est qu'il était difficile de communiquer quand même en 1917 sur les Américains en disant bon, ils viennent nous aider, nous sauver, mais en même temps, c'est eux qui amènent la grippe. Hein. Donc, en tout cas, les anamites ont été touchés par ce virus. Il y en a donc 19 qui sont morts. Il y a une stèle qui a été installée en 2012. On a les noms avec les lieux de décès. Et sachez quand même que cette stèle a été dégradée en 2020 et puis finalement restaurée donc, récemment. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout du temps. Je vous remercie pour votre écoute et donc dans un mois. Allez, merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.